Bonsoir. Bienvenue au Centre de l'Universalité pour une autre conférence avec Daniel Kerr. Le titre de la conférence de ce soir, c'est La quête de la compétition. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. Bon, la quête de la compétition. Pourrais-tu m'expliquer, Daniel, un individu qui est en quête de compétition, pour moi, il se place dans un processus de survie. Qu'est-ce qui fait, quelle étape qu'un homme doit passer pour passer de l'étape de la survie à la vie réelle, finalement? Bon, effectivement, disons que tu résumes suffisamment bien au départ, oui, c'est bien. La quête et la compétition, c'est deux choses différentes. Bon, c'est un phénomène de survie pour la simple raison que l'individu, selon lui, ne peut pas arriver à poursuivre sa vie ou son existence s'il n'y a pas une lutte incessante entre ses idées et l'extérieur, entre autres, la compétition que l'on connaît, la compétition habituelle. Maintenant, c'est une survie illusoire, c'est pas une survie dans sa réalité. L'être humain n'a pas besoin d'être en compétition pour vivre ni pour survivre. Par contre, lui se sent en perte de vitesse et en perte d'énergie s'il n'est pas continuellement en compétition. Disons que la quête de la compétition, c'est un processus qui amène l'homme à se détruire, qui amène l'homme aussi, on pourrait dire, à se construire. La seule chose qu'il y a, c'est que ce processus même de transformation, en termes de démolition ou de construction, c'est un processus qui n'est pas contrôlé ni contrôlable par l'homme. Alors automatiquement, on va avoir des processus de destruction et de construction dans cette quête de la compétition. Alors l'individu peut dire, en ayant une compétition, je peux m'améliorer. Tu t'améliores par rapport à un autre. Alors si l'autre, tu dois le détruire pour t'améliorer, tu vas vouloir le détruire pour justement te donner l'impression que tu t'améliores. Alors donc, automatiquement, ce n'est pas un processus de construction, même si par rapport à l'individu qui le vit, cela peut paraître comme étant un processus justement qui est d'évolution. Premièrement, on a une quête de la compétition. L'homme n'est pas compétitif de nature. Ce n'est pas en lui que va naître la compétition, c'est le phénomène, l'aboutissement d'une démarche. Et cette démarche-là, c'est une recherche. Et cette recherche-là, on peut l'appeler, comme on l'appelle dans l'ésotérisme, une quête. Alors, on connaît la quête du Graal. Disons que le mot quête a été surtout placé au niveau du Graal. Le Graal qui était la coupe dans laquelle aurait bu le Nazaréen, Jésus-Christ, avant de se faire crucifier. Alors, ce qui fait que la quête, c'est une recherche, c'est une démarche. Maintenant, la quête, elle existe de deux manières. Toute l'évolution de l'homme est basée sur une quête. L'homme recherche. Et cette quête, elle est incessante et elle est incessée. Vois-tu, la quête même peut être divisée en deux processus. Alors, on a premièrement un processus interne de recherche et un processus externe, cela va de soi. Alors, la quête, c'est ce qui va t'amener à démarcher d'un point, donc ton état psychologique ou ton état d'évolution, vers un autre. Un autre qui va être pour toi supérieur, mais dans sa finalisation, il peut être soit inférieur, soit supérieur, étant donné que tu ne sais pas ce que tu fais lorsque tu te mets en quête de quelque chose. Tu es en quête de la paix, mais tu ne sais pas ce qu'est la paix. Alors, automatiquement, tu vas trouver quelque chose qui va pouvoir aller avec le concept que tu as de la paix, mais que ce soit la paix ou que ce ne soit pas la paix, ça n'a pas d'importance. Tu crois trouver la paix. D'illusion en désillusion, tu vas finir par poursuivre ta quête. Alors, si on regarde les deux sortes de quêtes, et ça, c'est un phénomène que l'homme doit comprendre, ce qu'est une quête et ce qu'est la compétition. Parce que la quête de la compétition, c'est un processus d'aberration, c'est un processus d'ignorance, et c'est la base même de toute la structure de nos sociétés, la structure d'éducation, autant dans le spiritualisme, autant dans l'ésotérisme, autant dans le domaine technologique ou le domaine social. Si tu regardes la compétition dans le domaine social, tu dois avoir des meilleures notes qu'un autre, tu dois avoir un meilleur salaire qu'un autre, tu veux avoir le même auto ou un meilleur véhicule qu'un autre, tu regardes ta maison et avant d'inviter quelqu'un, tu dois la ranger de façon à ce que l'autre puisse au moins dire que c'est comme chez lui ou que c'est très beau chez vous. Au niveau de la quête de la compétition religieuse ou spirituelle, ta religion est meilleure que celle d'un autre et tu dois continuellement aller en démarche pour prouver que ta religion ou que ton école spirituelle est meilleure qu'un autre. Alors tu convertis. Tu dois convaincre les autres parce que plus il y a de monde converti, plus tu es convaincu. Alors tu as automatiquement cette compétition-là au niveau des religions.
au niveau de l'apparat, au niveau des dons qu'on va faire, au niveau de bien des choses. Au niveau de l'ésotérisme, tu as aussi une compétition, en ce sens que tu peux te croire plus évolué qu'un autre. Tu préfères aller voir un conférencier plutôt qu'un autre parce que toi, tu es supérieur à un autre. Tu veux parler, tu veux te prouver. Parce qu'on a de l'astinage, on a des chicanes dans l'échange oral chez les individus dans le domaine spirituel. Il y a compétition dans le domaine ésotérique parce qu'il y a compétition, dans le domaine social parce qu'il y a compétition. Et partout où on va retrouver la compétition, on va retrouver les guerres, à l'échelle que l'on voudra, un rixe entre deux individus aller jusqu'à une guerre internationale. On va retrouver évidemment un processus d'aberration, c'est-à-dire que l'on va cultiver l'élite. Et cultivant l'élite, alors on crée une société qui a des individus qui sont des as, qui sont presque des perfections de cette société, mais combien d'élites par rapport à une masse qui ne sont pas l'élite. Alors, on a donc une majorité de masse qui reste en bas de l'échelle pour une minorité d'élites. Et toute la société au complet, c'est-à-dire tous ceux qui sont en bas de l'échelle, sont obligés à travailler pour faire en sorte que ceux qui sont en haut restent en haut et continuent à monter. Alors, on a donc un travail, quand on veut faire un travail de compétition et quand on base un système éducationnel au niveau de la compétition, on a automatiquement un processus où on va enclencher un état d'aberration collective pour avoir une culture de certaines personnes. Si tu regardes juste les individus qui cherchent à se transformer, pourquoi ils n'arrivent pas à se transformer suffisamment? C'est simplement parce qu'ils essaient de cultiver leurs qualités pour essayer d'enterrer leurs défauts. Et c'est le même processus que l'on va retrouver dans notre société. On essaie d'avoir suffisamment d'élites pour que la masse se ferme, pour enterrer la masse. Alors, je l'ai déjà dit, il vient un temps où l'homme se dit « Ah oui, mais présentement, on va sur la Lune. » C'est la masse qui dit ça. Mais la masse ne va pas sur la Lune et la masse n'ira jamais sur la Lune. Mais la masse se croit. Alors, ce qui fait qu'on peut cultiver une élite tout en enterrant la masse, mais on n'arrive pas à avoir une planète Terre évoluée. On n'arrive pas à avoir un cadre pour permettre un processus d'évolution de la masse. Le problème, c'est que la masse nourrit l'élite et la masse détruit l'élite. Parce que l'élite n'étant pas suffisamment nombreux, finit toujours par être digérée par la masse, et la masse, dans ce processus de compétition éducationnelle, rebâtit des élites continuellement, des élites qui se suicident, des élites qui deviennent fous, des élites qui font des choses mais inutiles pour notre société, donc inutiles pour la masse, des élites qui finissent toujours par aboutir à rien, à part quelques très très rares exceptions. Alors si on regarde donc le phénomène de la compétition, qu'il soit chez toi-même, ou toi tu vas vouloir t'habiller plus luxueusement ou plus chicement parce que un de tes employés ou ton patron est mieux vêtu, ou tu vas vouloir suivre la mode parce que tu as peur d'être en arrière, tu vas même vouloir être en avance sur la mode, porter la dernière mode pour pouvoir rire un peu des autres. Alors tu as une compétition incessante, et la compétition, si on la regarde dans son sens réel, pas comme étant un cadre constructif, parce que c'est un cadre constructif pour toi seulement quand tu gagnes dans ta compétition. Sinon, c'est un cadre qui va finir par te donner des complexes d'infériorité là où tu vas perdre. Alors, tu fais pas de la peinture d'une façon, disons, adéquate, selon une norme, alors tu perds, tu vas abandonner la peinture. Regarde tout ce que les êtres humains ne peuvent, selon eux, ne peuvent pas faire. Tu ne peux pas faire de mécanique comme un mécanicien, alors tu vas porter ton auto au garage et lui va te voler comme un mécanicien. Bon, alors il y a plusieurs choses que tu ne peux faire parce que tu es convaincu, selon des certaines normes, que tu es perdant. Et tu es perdant parce que tu es en compétition. Alors, au lieu de vouloir cultiver ce dans quoi tu es faible, tu vas essayer de grimper et d'exprimer, donc de montrer à autrui, ce dans quoi tu es fort. Et tu finis par devenir une élite dans un domaine. Tu es celui qui débarre le mieux les portes. Alors, si on a un travail pour toi, on va t'engager. En attendant, tu t'en vas sur le chômage, puis tu attends. Parce que tu es une élite. Tu es spécialisé. Et la spécialisation, c'est le résultat, justement, d'une culture de compétition. La quête interne. Parce que, premièrement, l'homme qui se met en démarche commence à rechercher quelque chose par un processus interne et par après, il va être dirigé par un processus externe. La quête interne va débuter chez l'enfant. Elle va s'exprimer par la curiosité, premièrement.
Alors, si on regarde la curiosité chez l'enfant, elle va être l'expression d'un processus de sa psychologie, mais une psychologie qui n'est pas dressée, une psychologie qui n'a pas d'expérience. Et comme l'enfant qui, biologiquement, apparaît sur la Terre à un moment donné, comme dans nos époques, n'a pas un organe cérébral suffisamment développé pour pouvoir avoir accès aux mémoires du monde astral, aux annales akashiques ou à ces mémoires au niveau de rites de sa réincarnation, l'enfant n'a donc pas d'expérience. Alors l'enfant va avoir une démarche, une quête de l'extérieur qui va être générée par sa psychologie infantile, sa psychologie ignorante de l'expérience. Alors l'enfant n'a pas peur et l'enfant n'est pas confiant. L'enfant ne connaît pas ces deux expressions de sa psychologie. L'enfant recherche. Alors cette quête finit par lui amener de l'expérience au niveau psychologique, ce qui va amener la peur et la crainte. On peut dire la prudence, selon la morale, mais il vient un temps où ta prudence, c'est une aberration, et c'est, disons, le cas de la majorité des prudences qu'on a ici. Tu es prudent avec l'électricité, alors tu ne touches pas au fil électrique chez vous, et tu n'apprendras jamais l'électricité, parce que tu es prudent. Et regarde ce dans quoi tu es prudent, et regarde ce dans quoi tu es fermé. Bon. Alors l'enfant, par la quête, donc, de l'extérieur, exprimée par sa psychologie, découvre, apprend de l'expérience, acquérir de l'expérience et de l'éducation, et finit par avoir peur. Alors, l'enfant ne traversera plus la rue parce qu'il a peur des véhicules. L'enfant ne fera plus de mauvaises choses parce qu'il a peur des fessées de ses parents. Alors, l'enfant apprend différentes choses. Il ne mettra plus la langue après la prise de courant parce que ça a déjà brûlé. Hein? Il ne tirera plus après le fil du fer à repasser parce qu'il y a eu des résultats. Alors, il va faire attention. Mais il découvre la peur. Et à travers cette peur-là, l'enfant va essayer de canaliser les choses qu'il peut faire où il n'a pas peur, parce que les résultats ont toujours été probants, et essayer d'éliminer les choses qui lui font peur. Mais c'est un processus normal qui n'amène pas l'enfant à être intelligent. Il l'amène à être, disons, dressé un peu comme les animaux que tu vas dresser. Alors l'enfant qui a le contact avec un chien et qui a toujours eu un bon contact avec un chien n'aura jamais peur des chiens. Jusqu'à temps qu'un chien va le mordre, et là, dans son expérience psychologique, l'enfant découvre la peur des chiens, qu'il peut contrôler selon le quota de chiens où il a été bien reçu par rapport au stress psychologique qui va être créé lors de l'agression par un autre chien. Un peu plus loin, toujours dans une démarche intérieure, c'est-à-dire que à l'intérieur de toi, il manque des choses, et ce manque de choses-là te pousse, donc te met en quête de connaissances expérientielles de l'extérieur. Une fois la psychologie suffisamment adaptée et suffisamment peureuse, pour pouvoir se rassurer, la psychologie de l'astral va permettre au mécanisme mental de commencer à entrer en opération. Alors ça, on va découvrir ça chez les enfants de 9 ans, 10 ans, 11 ans, allant en montant. Ce processus mental qui commence à fonctionner va remettre l'enfant en démarche, donc en quête. Toujours en exprimant une curiosité, mais qui va amener de l'expérience à son énergie mentale. Et l'expérience amenée à l'énergie mentale amène chez l'être humain de la confiance. Ce qui est différent, évidemment, de la peur, du stress, de l'inquiétude amenée par la quête au niveau de la curiosité astrale. Alors, l'enfant ou l'adulte arrive à pouvoir se dire que telle chose, il a appris qu'il pouvait le manipuler. Alors, tu as peur du feu, mais tu peux manipuler le feu. Tu as peur de l'électricité, mais tu sais que tu peux manipuler l'électricité, donc tu ne prends plus de choc. Alors, ce qui fait que tu, par cette quête interne, donc toujours reliée à un processus interne de découverte de l'extérieur, tu finis par avoir peur, on peut appeler ça aussi la prudence, mais disons que c'est une peur incontrôlée, la prudence. Tu ne peux pas passer par-dessus et maîtriser l'extérieur. Tu ne le fais pas parce que tu es prudent. Alors donc, tu te limites. L'être le plus prudent, c'est l'être le plus limité. Parce qu'il y a seulement ceux qui tentent des choses qui meurent, qui se rendent infirmes et qui réussissent à faire avancer le schéma global de la population. Il y a seulement les fous qui réussissent à changer la population et à changer les cadres dans lesquels on évolue. Alors donc, cette quête de l'intérieur finit, une fois que le mental a suffisamment travaillé au niveau des découvertes de l'extérieur, par donner un individu supposément équilibré, qui est capable d'être restreint par une certaine prudence, par une certaine peur, mais qui est capable quand même d'être fonctionnel à travers des éléments de peur psychologique, de par son expérience mentale. Si on en resterait là, ça serait pas pire. Mais immédiatement, l'être se met en démarche, donc en quête, mais là, il est maîtrisé, c'est une quête qui est générée non pas par l'intérieur, mais par l'extérieur.
Cette quête-là, elle est, disons, de deux sortes. Elle est de type psychologique, donc astral, et de type supramental. Parlons de la quête astrale pour commencer, la quête générée par l'extérieur. La quête qui, justement, va t'amener à suivre la mode. C'est pas la curiosité qui t'amène à suivre la mode. Ce n'est pas cette quête de la découverte de l'extérieur exprimée par la curiosité. L'enfant se fout de la mode. Par contre, il recherche, il veut goûter le vêtement, il veut essayer différentes choses, il veut plonger de plus haut, il veut faire des choses. Quand l'individu est limité par sa peur psychologique, mais légèrement, disons, potentiellement efficace de par sa confiance mentale, l'individu arrive à être relié à l'expressivité de l'astral extérieur, donc il devient manipulé non plus par ses schémas astrales intérieurs suite à ses réincarnations ou suite à son éducation familiale, aux relations qu'il va y avoir entre les énergies des parents et de ses frères et sœurs et de lui-même. L'enfant devient relié, donc manipulé, et ça c'est le cas, disons, de la population présentement sur la Terre, par une quête générée par l'extérieur, par l'astral de la société, par l'astral de la planète, donc par la psychologie planétaire ou la psychologie sociétaire. Alors, cette personne-là se met donc à démarcher. Il est manipulé et il recherche des choses parce que tout le monde le recherche. Alors, si tout le monde va à la messe, tu finis par y aller. Tu es plus curieux, tu y vas quand même. Tu recherches une évolution parce que la population de masse recherche l'évolution. Tu recherches un but dans la vie. Et quand tu te mets à rechercher un but dans la vie, c'est que tu recherches un coin où, dans l'extérieur, planétaire ou sociétaire ou religieux ou n'importe quoi, un petit coin où toi, là-dedans, tu vas être capable, enfin, d'être un des engrenages de tout l'extérieur. C'est le but dans ta vie. Il peut être spirituel, sociétaire, militaire, différentes formes. Alors, automatiquement, tu te mets en quête d'un but dans ta vie. Et ça, ce sont des énergies astrales qui t'attirent. Alors toi, tu avais une attraction sur les formes extérieures, mais quand tu étais au niveau curieux, tu n'étais pas attiré par des choses comme on le prétend souvent, l'enfant est attiré par les couleurs. Non, toi, tu attirais des choses à toi. Alors ton mécanisme faisait que tu t'en allais à des endroits où ta curiosité pouvait être satisfaite. Mais l'extérieur ne te manipulait pas. Alors, si tu regardes, tu étais l'aimant et il y avait un immense mur de métal, donc l'aimant est déplacé vers le mur de métal, mais cela n'empêche pas que c'est l'aimant qui attire le mur de métal, même si l'aimant est déplacé. Alors, tant que c'est l'expressivité de la curiosité, c'est l'être qui est curieux, qui génère une énergie, cette expressivité, cette compétition-là est générée par lui, et lui attire des choses. Si on regarde les rapports de masse ou de solidité, lui va être déplacé vers la chose, mais c'est lui qui génère l'attraction. Quand on arrive donc à l'adulte, lui ne génère plus d'attraction ou presque plus d'attraction. Il n'est plus curieux. L'adulte n'est jamais curieux comme l'enfant, mais l'adulte est beaucoup plus manipulé que par l'extérieur que l'enfant. Alors l'adulte se trouve à être attiré maintenant par des schémas d'attraction astrale d'extérieur. Il y a une manifestation, l'adulte va aller voir, mais pas pour la curiosité comme pour l'attraction énergétique de la manipulation sociale. L'adulte va voter. L'adulte va regarder des accidents, ce que l'enfant va faire 2-3 fois par curiosité, mais il ne s'attachera pas à ça. Sauf quand l'enfant arrive à un âge où il peut commencer à être attiré par les choses extérieures. Donc, l'enfant se met en quête, comme l'adulte se met en quête. La démarche spirituelle, elle est de deux ordres. Une quête de l'astral spirituel planétaire, ce qui va forcer les individus à avoir une idée d'une mission à accomplir, à vouloir aider le plan planétaire, à vouloir trouver un but dans leur vie. Alors, il y a plusieurs formes d'expression de cette compétition de cette quête de compétition qui va être reliée, qui va être manipulée par les formes d'énergie astrale planétaire ou sociétaire. Et tu as une deuxième forme de cette quête extérieure qui, elle, est une quête où tu vas être attiré par une énergie, non pas astrale, mais supramentale. Il n'y a pas d'énergie mentale qui attire l'être humain. L'énergie mentale est un processus astral et qui est généré que par le processus intérieur à l'homme. L'homme développe son énergie mentale par la connaissance qu'il acquiert au niveau de l'expérience, donc par la connaissance qu'il acquiert au niveau de l'énergie astrale, et il peut s'en servir au niveau du plan mental. Mais l'homme ne peut pas être attiré par son plan mental. Par contre, le plan supramental peut lui aussi créer un canal dans lequel un individu va pouvoir se placer et l'individu va être attiré vers l'extrémité de ce canal-là. Et ça, c'est
la quête de la conscientisation. Daniel, quand on regarde le cheminement de ce que tu viens de dire, la quête extérieure de la compétition, finalement, c'est une simulation de la vie. Mais si on regarde la quête intérieure, quand un individu commence à avoir une vision un peu plus globale, qu'est-ce qu'il fait pour ne pas perdre sa densité? Autrement dit, c'est quoi les grandes de l'homme? Tu sais? Les grandes de l'homme. Il le rattache au sol. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui va rattacher un homme au sol? Si on regarde simplement, puis justement, le problème, c'est que l'homme reste attaché au sol plus souvent qu'il ne devrait. Quand je parle au sol, je parle du plan matériel, du plan vital et du plan astral surtout, parce que le plan astral, c'est très dense. L'être humain qui est relié, donc qui va être attiré, qui va être en quête d'une démarche de conscientisation, qui va être généré par le plan supramental, c'est un être humain qui aura toujours des racines dans le plancher et la tête, disons, dans le ciel ou dans les cieux. C'est-à-dire que cet être-là saura toujours faire la démarcation entre un plan spirituel et une chose, disons, efficiente au niveau de la planète Terre. Je dois aller travailler, mais présentement, je suis en train de faire un beau trip, je suis en train de comprendre des choses que j'ai jamais compris. Fait qu'est-ce que je fais? Tu es relié au plan supramental. Si lui veut te communiquer quelque chose, tu te poseras même pas la question, tu n'en auras pas le temps. Tu pourras même pas te lever, tu vas être fixé là, puis tu vas avoir la connaissance le temps que tu en auras besoin. Pendant ce temps-là, cette énergie-là va s'occuper de tes autres problèmes qui pourraient être suscités par le fait que tu bouges pas, que tu vas pas travailler, par exemple. Si tu es relié au plan de l'astralité spirituelle ou de l'astralité supramentale planétaire, tu vas te poser la question et tu vas préférer, parce que tu vas goûter, parce que tu vas jouir, tu vas être capable de te délecter de l'état de connaissance, donc de l'état, disons, de contact que tu vis présentement, et pouvant te délecter de cet état de contact-là, tu ne fais qu'expérimenter un processus astral de manipulation qui te fait croire que tu es en contact supramental. Mais vu que tu peux t'en délecter, cette délectation-là te laisse en contact avec le phénomène de l'astral supramental. Si tu es relié à l'astral supramental, pas l'astral, mais à l'énergie supramentale authentique, tu n'auras jamais de délectation de cette énergie-là. Elle n'est pas dégustable par la psychologie astrale parce qu'elle n'est emmagasinée que par la mémoire de l'astral ou par l'énergie mentale. Tu vas pouvoir déguster cette énergie-là une fois que le contact va avoir été coupé et que tu vas pouvoir te mettre en contact avec les vestiges dans ta mémoire de ce contact-là. Alors, l'homme reste au sol, c'est-à-dire que l'homme garde la tête froide s'il est relié avec l'énergie supramentale, mais l'homme risque de perdre la tête froide parce que l'homme est en quête de connaissance. L'homme est en quête. Tous les individus qui sont présentement en quête de connaissance, en quête de transformation, en quête d'élimination de problèmes, en quête d'amélioration de santé ou de processus psychologique, en quête de fuite de douleur ou de recherche de plaisir, sont les individus qui sont rattachés à une énergie astrale, disons, évoluante ou évolutive, mais de l'astral toujours. Et ces individus-là se mettent en quête de quelque chose, et pour pouvoir assurer cette quête, ils devront se bâtir une idée de ce qu'ils recherchent. Parce que l'être humain pense que c'est fou que de rechercher quelque chose, mais de ne pas savoir ce que l'on recherche. L'être humain pense que c'est stupide de faire ça. Je cherche quelque chose. Alors, que cherches-tu? Je ne sais pas. Mais je cherche. Et ça fait 15 ans que je cherche, mais je ne sais pas ce que je cherche. Alors, l'être humain pense que c'est stupide. Pour pallier à cette stupidité apparente de la recherche de rien, l'être humain bâtit une structure de forme, une idée, un concept, pour pouvoir dire « je recherche la paix, je recherche Dieu, je recherche la sérénité ». Et là, on dit « ah ben là, c'est moins stupide ». Il ne recherche pas rien, il recherche la paix. Alors, mieux vaut suivre quelqu'un qui recherche la paix que quelqu'un qui recherche, il ne sait pas quoi. Mais la paix, tu ne sais pas ce que c'est. Alors, rechercher la paix ou rechercher je ne sais pas quoi, c'est la même chose. Alors, c'est simplement que tu te bâtis une idée pour pouvoir
te donner l'impression que ta démarche n'est pas stupide. Mais ta démarche, elle est encore plus stupide parce que maintenant, tu es encore plus aveugle. Parce que tu crois que tu as une démarche éclairée quand tu as une démarche encore plus noire, parce que tu n'as même plus la possibilité de te rendre compte au moins que ce que tu recherches, tu n'en connais rien. Si l'homme connaît la paix, l'homme a la paix. L'homme recherche la paix, l'homme n'a pas la paix, donc l'homme ne connaît pas la paix. Alors l'homme recherche la paix, l'homme a une idée de ce que devrait être la paix. Non pas de ce qu'est, de ce que devrait être la paix. Et l'homme recherche quelque chose dans le cadre social, dans le cadre religieux, dans le cadre matériel, qui pourrait aller avec son concept de paix. Il est prêt, jusqu'à un certain point, à transformer ce concept pour essayer de l'adapter à l'extérieur, mais l'extérieur se transforme continuellement, et un concept est une mémoire, et une mémoire souffre quand elle se transforme. Alors l'individu qui recherche la paix à partir d'une idée souffre continuellement parce que cette paix-là, il doit sans cesse la transformer. Ou l'individu qui ne recherche rien, je cherche. Pourquoi cherches-tu? L'individu qui cherche rien, lui n'est pas en compétition parce qu'il ne base pas sa quête sur quoi que ce soit de formel. Si tu bases ta quête sur quelque chose, tu la bases donc aussi sur son inverse. Je recherche la paix, donc je fuis l'inverse de la paix. Je fuis la violence, je fuis le mouvement. Donc, quand j'ai la paix, je suis mieux que tous ceux qui n'ont pas la paix. Et tu devras toujours, dans ce processus de quête compétitive, comparer ton résultat interne ou externe dans la matière à un résultat donné par quelque chose d'extérieur à toi. Alors, tu as donc cette recherche que moi, je suis bien. Je regarde juste l'expression, disons, stupide. On n'est pas si mal que ça. Il y en a qui sont pires que nous autres. Il y en a aussi qui sont mieux que toi. Fait que t'es vachement mal. Fait que juste dépendant de quel bord tu vas faire ta constatation, tu vas broyer ou tu vas rire. Parce que si tout d'un coup l'énergie astrale te fait dire, ben il y en a qui sont bien mieux que moi. Fait qu'en fin de compte, je suis mal en maudit. Quand tu pensais dire, ben il y en a qui sont bien plus mal que moi. Fait qu'en fin de compte, je suis mieux. Alors tu remets ton état de paix entre les mains d'un processus binaire, entre à savoir s'il y en a qui sont pires ou s'il y en a qui sont mieux. Mais il y a toujours quelqu'un de mieux, il y a toujours quelqu'un de pire. C'est pas nécessairement vrai. Mais c'est ce que l'homme tient à garder. Comme ça, l'homme se place toujours dans une moyenne. Et quand l'homme est dans une moyenne, l'homme est bien. C'est pourquoi que l'homme reste dans une masse et l'homme ne veut pas être marginal de la masse. Alors on suit la mode, on suit les processus publicitaires et on fait un peu ce que tout le monde fait. Alors si tu regardes au niveau de l'expressivité de l'individu qui recherche rien, il est en quête. Mais il n'y a pas de compétition. Quand va-t-il avoir trouvé? Jamais. Sans doute qu'il ne trouvera jamais. Mais il aura toujours une transformation et lui pourra juger sa transformation à partir de lui-même. Et non pas à partir d'individus qu'il va rencontrer. À partir de lui-même. Toi, tu es l'être humain le plus parfait qu'il y a sur la Terre et un jour où tu ne vas pas bien, moi, je te rencontre, je te vois mal, puis je me dis, je suis bien mieux que lui. Alors, je me dis, je suis au bout. Mais je ne t'ai pas vu dans le reste du temps. Mais ça me satisfait, parce que une simple illusion satisfait l'être humain qui est en recherche de compétition. Pourquoi? Parce que tu commences à faire une sculpture. Tu fais une grosse sculpture, puis elle n'est pas parfaite. Et là, tu juges par rapport à toi, mais il n'y a pas de compétition. Et soudain, tu vois une émission à la télévision où on montre une exposition de sculpture. Tu compares à l'extérieur pour te rendre compte que la tienne est bien mieux que ceux-là. Alors, elle est finie. Mais 2 secondes avant, elle n'était pas finie. Elle ne te plaisait même pas. Mais maintenant que tu viens de comparer, ben, elle est bien meilleure, elle est bien plus belle qu'eux autres, elle est parfaite. Et si elle est plus laide, tu peux la mettre aux poubelles puis laisser faire la sculpture. Alors, quand tu compares à l'extérieur, et ça, c'est la quête de la compétition de l'être humain, même dans le processus d'évolution, je pense que je change parce que avant j'étais comme eux autres, puis maintenant, je suis différent. Tu changes pas, tu es toujours comme eux autres. Tu as changé tes concepts et tes points de vision, mais tu es toujours dans un phénomène de compétition. Et il n'y a pas une seule évolution adéquate qui va se faire à partir d'un phénomène de compétition. Tu as un deuxième processus de compétition qui est très dangereux parce qu'il permet à l'homme de croire qu'il n'est pas dans un processus de compétition, parce que l'homme ne se compare pas à l'extérieur, mais l'homme, l'individu, qui se conscientise, donc qui arrive à percevoir l'idée même du corps mental,
qui arrive à avoir une idée du corps supramental et qui de temps en temps peut être en relation, en contact avec une énergie astrale supramentale ou réellement supramentale par étincelle, l'individu arrive à susciter en lui, à faire naître en lui, et là, écoutez-moi bien, c'est la pire compétition et elle touche tous les individus qui, à un moment donné, commencent à percevoir l'idée même de la manipulation. Cette compétition, elle existe entre les plans mêmes du corps. Alors, il vient un temps où le mental va compétitionner la psychologie de l'homme, où la psychologie va compétitionner le mental de l'homme, où la psychologie va compétitionner le physique de l'homme, etc. Alors, on arrive à une compétition interne, mais entre les différents plans. Et l'individu qui a une compétition, l'individu qui a une quête sans compétition, lui, va comparer un processus avec l'idée même dans le mental de ce qu'il veut faire et le résultat efficace dans le mental de ce qu'il a fait. Ça va lui plaire ou ça ne lui plaira pas. Jamais il ne s'en sentira coupable et jamais il ne comparera sa création avec une chose extérieure. Mais l'individu qui est en quête et qui est compétitif par rapport à ces différents corps, je veux contrôler mes émotions. Mon mental va finir par contrôler. C'est un processus normal où le mental, un jour, va finir par pouvoir canaliser les énergies astrales. Mais le mental ne doit jamais vouloir le faire. Et le mental, je le répète, est suscité par notre psychologie. L'énergie intellectuelle qui habite l'homme prend naissance dans ses mémoires. Et toute notre psychologie comparative ou compétitive vient de nos mémoires où je compare. Quelque chose que je viens de voir, mon verre est plus vide que le tien. Parce que je ne vois pas le tien, mais en mémoire, vu que le tien est plus plein que le mien. Alors, on compare de par une psychologie, mais mentalement aussi, on y va à partir de nos mémoires. Ce qui peut arriver, c'est que ce mental-là, dans ses débuts de formation, dans son début de naissance, ce que moi j'appelle l'intellect, a encore un phénomène de désir. Il est relié à l'astral, et l'astral qui est relié au mental peut finir par former une espèce de corps astralo-mental qui, lui, va entrer en compétition contre le reste de l'astral qui n'a pas de mental. Alors, ce qui va arriver, c'est que toi, tu as un goût. Alors, je vais prendre de l'eau. Puis, en fin de compte, non, je suis bien stupide de prendre de l'eau. Je ne prendrai pas de l'eau, je vais prendre des protéines prédigérées parce que c'est meilleur, je suis en régime, quoi que ce soit. L'individu, continuellement, dans l'expressivité de sa conscientisation, finit par vivre un état de compétition intercorporalité, donc entre le corps mental et le corps astral, entre le corps astral et le corps vital. Voyez-vous, le corps vital est ce qui permet à l'homme de rester en vie, c'est la vie. C'est l'énergie de la vie. Par contre, lorsqu'il y a compétition entre le corps psychologique et le corps vital, on va assister à un regain d'énergie opéré par la psychologie. Quand l'individu se dit mais moi je suis capable de lever ce poids-là, tu vas voir. Là, il s'en va là, puis il commence à s'agripper après ça, puis il va jusqu'à même se faire mal. Sa psychologie s'exprime et elle est convaincue qu'elle peut faire marcher le corps physique beaucoup mieux que normalement le corps physique pourrait faire. Alors, elle va par-dessus la limite du corps physique. Et ça, c'est une compétition dans le domaine des sports. Quand tu arrives à prendre, par exemple, des produits chimiques, à prendre des produits organiques pour pouvoir, disons, te droguer, on appelle ça te doper, hein, pour pouvoir augmenter ton processus physique, ta psychologie, elle a un désir, elle veut acquérir le résultat et elle va obliger le corps à le faire. Le corps peut en mourir, le corps peut se détruire, mais c'est pas grave, ta psychologie, elle est convaincue, elle, qu'elle peut le faire. Tu es malade, tu fumes. Oh, mais moi, je suis suffisamment évolué, de toute façon, la fumée, ça me dérange pas mon corps. Bon, alors si tu es suffisamment évolué, mais que tu n'es pas capable d'avoir suffisamment de volonté astrale pour arrêter de fumer, attends-toi pas à avoir suffisamment de volonté astrale pour obliger le corps à ne pas souffrir de la nicotine et du goudron. Bon, alors ce qui fait que tu as une compétition, et celle-là c'est la pire parce que l'individu conçoit cette compétition entre les corps comme un processus parfait d'évolution. L'individu normal conçoit la compétition comme un processus d'amélioration. Alors, je fais une compétition de judo,
je fais une compétition d'arts martiaux et quand je gagne, je me suis amélioré ou je me suis pris contre quelqu'un qui était réellement poire. Mais si je te donne une médaille, si tu te bats pour un public ou encore pour les médailles, il y a un moment donné où, qu'il soit faible ou fort, il était fort. Et tu as gagné. C'est tout ce qui t'intéressait. Et toi, tu appelles ça un processus d'amélioration. Mais c'est vrai pour toi parce que tu gagnes. Pour l'autre qui perd, ce n'en est pas un. Et c'est un processus de décadence. Et comme on donne 3 médailles aux Olympiques ou 3 médailles dans n'importe quel sport de compétition, il y a toujours plus de perdants que de gagnants. Donc, on a toujours un refoulement de masse dans la décrépitude pour avoir une petite minorité d'élite. La compétition se fait entre l'individu et lui-même, à la condition qu'elle se fasse entre un corps et lui-même. Le mental peut s'auto-juger pour savoir si l'expression qu'il a pu avoir par l'intermédiaire de la matière est suffisant à ce qu'il concevait. La psychologie de l'amour, la psychologie de la crainte, la psychologie de la peur, la psychologie de la créativité devrait se juger de par elle-même. Et non pas de par un phénomène extérieur, de par l'expressivité d'un autre, ou de par ce que le mental aurait voulu que la psychologie exprime. Si tu as une compétition entre les corps, ça va te donner l'impression, comme la compétition extérieure donne l'impression à la masse qu'il y a une amélioration, ça va te donner l'impression, toi, que tu t'améliores. Et ce jeu illusoire de la compétition évolutive à l'intérieur de l'homme ne va faire qu'amener certaines parcelles de certains corps à un état d'élite pour aberrer le reste. Alors tu vas, encore une fois, développer tes qualités pour abandonner le reste. Lui, il n'est pas capable de peinturer, il n'est même pas capable d'imaginer un décor. Par contre, donne-lui des mathématiques, il va les faire travailler. Alors, on en fait un comptable, ou encore on l'éduque avec des mathématiques, et on essaie de faire suffisamment développer cette parcelle de son intellect ou de son corps mental pour qu'elle puisse enterrer, camoufler tous les défauts ou toutes les lacunes qui peuvent exister au niveau de ses autres corps. Il n'y a pas un corps physique adéquat, il a toujours été feluette. Mais il y a un mot du bon cerveau, puis c'est un génie. Ben oui, c'est un génie qui déboule des marches l'hiver. C'est un génie qui a toujours des problèmes de santé. C'est un génie que, il n'a jamais été bien fort. Mais est-ce qu'on s'est arrangé pour qu'un jour il soit fort? Non. Lui, il a des gros bras. Est-ce qu'on développe son cerveau? Non, on en fait un lutteur à la place. Ben non, on en fait un débardeur ou on en fait n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'au moins, il va pouvoir faire de quoi dans sa vie avec ça. Il va pouvoir gagner sa vie. Gagner sa vie, c'est mériter de vivre. Puis mériter de vivre, c'est être en accord avec la vie, pas être en accord avec un budget salarial. Alors, vois-tu, ce qui va arriver, c'est que si tu as une compétition, et dans chaque individu qui se conscientise, ou qui se religieuse, ou ce qui se spiritualise, à un degré suffisant pour qu'il commence à découvrir différents phénomènes à l'intérieur de lui, automatiquement va naître la compétition intercorporalité. Ce que tu parles, c'est ce qu'on entend souvent dire, moi je compétitionne pas avec les autres, je compétitionne juste avec moi-même. Tu sais. Oui, alors compétitionner avec toi-même, c'est ce phénomène-là, c'est une aberration. Veux-tu t'améliorer? Oui. Tu vas améliorer quoi? Tout. Il n'y a aucune compétition avec cet individu-là. Par contre, cet individu-là va regarder toutes les émissions de télévision qui l'intéressent. Il va pouvoir lire des revues scientifiques comme des revues médicales, juste comme ça, comme des revues de mécanique. Il va savoir faire plusieurs choses, mais les individus qui présentement n'ont pas de compétition à l'intérieur d'eux, intercorporalité, ont tous une compétition à l'extérieur d'eux. Les individus qui ont une compétition à l'intérieur d'eux ont tous une compétition à l'extérieur d'eux. Mais le problème, c'est que l'individu va connaître, peut prendre connaissance de la compétition extérieure, mais il ignorera toujours la compétition intérieure parce que jamais lui viendra à l'idée qu'il peut justement exister une lutte. La première compétition intérieure qui va naître chez l'homme, c'est une compétition entre des plans différents. Un plan qui va être très astral, très mémoriel, très psychologique, et un plan qui va être l'intellect, l'astral logique. Et là, on va avoir un phénomène qui va permettre à l'homme de se rendre compte que sa colère, elle lui est nuisible. Donc, la parcelle intellectuelle
qui, intelligente, de façon intellectuelle, prend connaissance de ce phénomène-là, va décider que là, c'est fini, je vais contrôler ma colère. Alors, je refoule ma colère, je la contrôle, et je me dis même que je ne suis plus en colère, puis Christy, c'est pas une niaiserie de même comme énervé, hein, me contrôler ça mieux que ça. Alors, tu as déjà le même phénomène, c'est pas un petit niaiseux comme toi qui va venir me niaiser. C'est le même phénomène. Il y a compétition et il y a valorisation de l'énergie qui veut justement contrôler. L'énergie qui est en dessous va vouloir aussi contrôler, parce que tous ceux qui perdent en compétition veulent se reprendre. Ils vont se reprendre comment? Ton intellect arrive à maîtriser certains phénomènes d'expressivité de ta psychologie. La peur, jusqu'à une certaine limite. La colère, jusqu'à une certaine limite. La honte ou la gêne, jusqu'à une certaine limite. Mais, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver simplement que tant que ton mental veut contrôler ta colère, pendant ce temps-là, il y a un autre processus qui va apparaître où tu vas être gêné. Où tu vas finir par devenir arrogant. Alors, tu as toujours que tu contrôles une énergie, tu étouffes celle-là, mais tu ne t'occupes pas de toutes tes énergies parce que c'est pas un processus de compétition interne qui permet à l'être humain d'évoluer. Alors, tu vas avoir une recrudescence d'énergie que tu oublies, qui, eux, vont venir te reprendre par en dessous. Exactement comme tu es avocat, le client qui vient te voir, bof, tu lui ramasses quelques scènes, puis tu le voles pas mal. Il y a plusieurs causes avec sa maison, avec son auto, avec etc., puis tu y en ramasses en masse. Puis à un moment donné, tu as un accident de char, puis tu as un éclatement de la rate, tu rentres à l'hôpital, puis le médecin qui te reçoit, c'est lui. C'est ton client qui était niaiseux, qui t'a toujours volé. Lui, il te regarde, il te reconnaît. Il sait que tu l'as volé, mais il ne peut pas rien faire. Alors, même si tu as pu taper sur une énergie plus faible, même si tu as pu maîtriser pour pouvoir gonfler certaines énergies en toi, il y a toujours un moment donné où ce que cette masse faible-là développe des processus d'élite dans d'autres domaines. Que ce soit dans la mécanique, le mécanicien va t'attendre en crime. Il peut même saboter ta direction ou encore ton système de freinage pour t'envoyer dans un autre monde. Alors, quel que soit le phénomène que tu vas écraser pour en gonfler un autre, tu as toujours d'autres phénomènes à côté qui vont pousser pour venir t'étouffer. La lutte à l'intérieur de l'homme, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne que je contrôle ma colère. Puis après, à un moment donné, tu n'es même plus capable de dire à quelqu'un que tu l'aimes. Tu as laissé, sans t'en rendre compte, développer la gêne et une inexpressivité. Tu t'es perfectionné dans l'expressivité du gars calme, du gars sans émotion, du gars comme tu voudras, mais du gars plat, du gars froid, parce que tu as développé ça en toi, parce que tu en avais besoin. Et tout le reste, s'ils ne sont pas contents de moi comme ça, si tu veux, je te dis, mais c'est toujours ça qui arrive. La compétition ne développe que certaines choses d'élite pour enterrer le reste, et ce reste-là finit toujours par te revenir sur la tête parce que tu en auras besoin à un moment donné, et là, tu auras payé le prix. Alors, l'individu qui a une lutte à l'intérieur de lui en différents corps, cette lutte-là, il doit la cerner. Parce que, quel que soit l'individu qui veut s'améliorer, c'est un individu qui déjà a une lutte en lui et qui a déjà un processus de compétition qui est démarré à l'intérieur de lui. Et ce processus-là l'amène à fermer des portes, à développer certaines choses. J'ai perdu ma famille parce que j'ai suivi tel conférencier. J'ai fait telle chose, j'ai laissé mon travail parce que je suis rentré dans telle religion, et puis en fin de compte, eux autres ne voulaient pas que je porte mon gros crucifix ou mon gros ou je sais pas quoi. Alors, ce qui fait que j'ai laissé mon travail. Je suis rentré dans les hippies, puis il fallait que je me fasse couper les cheveux, fait que j'ai démissionné. C'est pas eux autres qui vont me faire couper les cheveux, quand même. Je suis plus moi-même que ça. Bon, alors tu es complètement manipulé, il y a des compétitions à l'intérieur de toi qui t'obligent à perdre. Si tu es en quête et que ta quête, elle est attirée par l'énergie supramentale descendante, ce qui va se passer au niveau de ton interne, c'est qu'il n'y aura pas de compétition parce que si tu n'es guidé que par cette énergie-là, qui va être ajustée par une pensée juste à un moment donné, parce que ton mental va se développer par l'intermédiaire de l'énergie supramentale ou l'Esprit Saint, ce qui va arriver, c'est que tu seras toujours à la recherche de rien. Tu seras en recherche, tu seras en démarche, sans contexte, sans concept, sans idée, sans spéculation. Tout sera vrai et tout sera faux. Tu douteras de tout, mais tu ne renieras rien. Et tu seras beaucoup plus proche de l'être qui est appelé à savoir, parce que quand l'énergie, quand l'intelligence va t'amener une connaissance, tu n'iras pas la comparer à un concept. Tu vas immédiatement vérifier dans le présent si c'est intelligent.
L'énergie supramentale n'ira pas te dire que hier, tu aurais dû faire telle chose. L'énergie astrale, oui, parce qu'elle peut te culpabiliser, parce qu'elle peut te valoriser. Il y a un processus de compétition entre ces énergies-là, et automatiquement, on peut te parler du passé ou de l'avenir. Il va falloir que tu fasses mieux. L'énergie supramentale ne te demande jamais de faire mieux. Laisse-la s'exprimer. Ce que tu vas faire va être bien mieux. Mais tu n'as pas de... L'énergie supramentale ou l'Esprit Saint n'a pas de démarche compétitive. Tu as une quête, parce qu'à l'intérieur de toi, il y a un processus énergétique qui attire à toi des choses. Vu que toi, tu es mobile, tu vas te déplacer vers ces choses-là, mais cette curiosité-là, elle est attractive et elle est générée par ta propre psychologie qui est en recherche d'expérience. Curiosité infantile. Tu vas finir par acquérir de l'expérience. Et cette expérience-là, par essai et erreur, finit par t'amener une prudence, une peur. Cette peur-là va finir par t'amener dans une démarche où tu vas vouloir fuir ce qui te cause la peur pour rechercher l'antidote de la peur, donc tous les processus expérientiels que tu as acquis qui t'amènent le plaisir. Donc, tu te mets en démarche, et cette démarche-là, elle est déjà compétitive, en ce sens que tu devras enterrer, éliminer, être supérieur à ce qui te fait peur, et conserver de plus en plus longtemps ce que tu aimes. L'individu qui conserve son auto 20 ans se sent mieux que l'individu qui, tous les 5 ans, plus de char, le moteur tombe dans la rue, le différentiel aussi, tout ça. Alors, ce qui fait que tu es déjà en démarche de compétition. Un peu plus tard, et cela, une chance, les individus de l'Antiquité qui n'avaient pas d'intellect, qui étaient des individus qui avaient suffisamment peur pour avoir suffisamment de dieux. Alors, des dieux qui les rassuraient, des dieux qui leur faisaient peur. Aujourd'hui, et disons que ça fait un petit bout de temps, l'homme arrive à un autre processus de curiosité qui va être généré par le corps mental, donc par l'intellect, et ça va lui amener de la confiance. Confiance parce qu'il sait qu'il est capable de manipuler certains processus de peur. Le chat me fait peur, je prends une masse, je l'assomme, je le tue, réglé. Bon. Alors, tu peux manipuler des processus dans ce genre-là, et tu peux aller jusqu'à construire une arme à feu, ou en tout cas, tu peux aller jusqu'à très loin, pour pouvoir manipuler, ça t'amène une confiance. Mais cette confiance qui apparaît parce qu'elle camoufle un phénomène de peur, tu devras la nourrir continuellement, parce que continuer à vivre, tu vas acquérir de l'expérience continuellement, et acquérissant de l'expérience continuellement, tu vas acquérir de nouvelles fonctions, de nouvelles formes d'expression de la peur. Donc, tu devras renouveler tes formes de curiosité mentale pour pouvoir renouveler ta confiance. Alors, plus l'ennemi est gros, plus tu augmentes ta confiance. Un nouvel ennemi apparaît, il faut que tu réaugmentes encore ton armement ou tes processus de défense pour avoir encore la confiance pour bien dormir. C'est une confiance qui, finalement, est alimentée à même ton expérience, mais pas nécessairement à même ta conscience. Non, à même l'expérience qui alimente aussi ta peur. C'est le processus normal d'évolution de l'homme, et l'homme vit dans une compétition qui va être générée par ce processus-là. Le processus, on peut le constater, qui est inadéquat. Alors, ce qui va arriver, c'est que ton individu finit par arriver à une quête extérieure à un moment donné. Vivant de l'expérience, il découvre aussi des tangentes qui sont déjà bâties dans une société, par exemple, où tu vas vouloir devenir policier, où tu vas vouloir devenir plombier, où tu vas vouloir devenir médecin, où tu vas vouloir devenir chômeur, ou assisté sociaux. Bon, parce qu'il y en a qui préparent ça à l'école. Alors, ce qui va arriver, c'est que cette attraction-là devient une quête de démarche, de confiance, de fuite de la peur, qui est générée non plus par toi et par ton expérience, mais qui sont des canaux tracés dans l'extérieur. Là, va intervenir la réelle manipulation de l'extérieur. Alors, si on fait un film, si on fait une annonce, si on fait certaines choses, ou si tu apprends des choses de l'extérieur, ça va lentement donner une tangente à ta vie. L'enfant qui est curieux ne prépare pas son avenir, en ce sens qu'il ne se prépare pas à être une spécialité particulière. Ce n'est pas entre l'âge de 0 et 14 ans que tu te prépares à être médecin. Par après, quand ton contexte mental est suffisamment développé pour avoir une confiance de la vie, tu finis par être attiré par une énergie extérieure qui, elle, va fitter avec toi selon l'expérience, justement, que tu vas avoir acquis au cours de ton éducation infantile. Et cette énergie-là qui va aller en relation avec toi, il va y avoir une espèce de résonance, va t'attirer dans un cheminement de la vie qui va t'amener à être médecin, à être assisté social, à être travaillant ou à être paresseux. Alors, ce qui fait que cette énergie-là, elle commence à te manipuler. Ça, c'est la deuxième quête, une quête extérieure qui va faire en sorte que tout d'un coup, l'individu se lève puis décide de faire de quoi avec sa vie.
Mais en réalité, il décide de prêter sa vie au contexte qui décide de l'attirer. Cette quête-là peut être sociale, religieuse, militaire, ou etc. Mais l'individu, à travers ça, finit de temps en temps, parce que son processus mental se développe, à être attiré par une nouvelle forme d'énergie, qui est l'énergie supramentale. Elle aussi va dresser un canal dans lequel l'individu va être appelé à se placer. Quand il se place dedans, il fait la volonté du Père, il ne fait plus la sienne ou celle de la planète. Mais l'individu, pendant longtemps, va rester pris entre le canal supramental et le canal de sa psychologie insécure. L'individu qui rentre dans une religion, parce que l'individu est insécure, il veut connaître un Dieu qui va lui donner une sécurité là où il n'en a pas. L'individu qui recherche une démarche au niveau ésotérique recherche des réponses là où il n'en a pas, pour être plus sécure. Il recherche un guérisseur, il recherche un voyant pour connaître l'avenir, il recherche des méthodes et des techniques pour pouvoir, on dit s'améliorer. Illusion et farce, mensonge. En réalité, c'est pour pouvoir te sécuriser. Et tu seras toujours en démarche d'école en école, de religion en religion, parce que, comme tout à l'heure je l'ai dit, ton processus d'expérience est continuel, la peur que tu vas acquérir est continuelle, donc la confiance te pousse à démarcher continuellement. L'individu qui arrive dans un processus où l'énergie supramentale peut suffisamment pénétrer à l'intérieur à son insu pour pouvoir commencer à faire vibrer l'énergie mentale, va déclencher chez l'être humain le processus de compétition entre les corps. Et là, c'est dangereux parce que l'individu se croit encore une fois supérieur aux autres. Ça crée le snobisme supramental, le snobisme ésotérique ou le snobisme évolutionnaire, et l'individu finit même par ne plus être snob. Il veut s'améliorer et il est en colère de temps en temps par rapport à lui-même. Cette colère-là, elle est de deux ordres. L'homme peut être en colère pour exprimer un phénomène astral, pour exprimer simplement un manque de matériel pour exprimer une énergie astrale, ce qui fait que ça te frustre, et tu exprimes la colère, parce que la colère s'exprime à peu près n'importe où, c'est comme la peur. Ou l'individu peut avoir une colère qu'on appelle une colère purificatrice. La colère purificatrice, c'est la colère qui vient détruire une forme de compétition entre deux corps à l'intérieur de l'homme. Ces deux corps-là se luttent ensemble jusqu'à temps que l'individu finit par avoir un écœurement total qui va finir par déclencher une colère, mais une colère mentale. Une colère qui va être presque supramentale, une colère avec lui-même où ce qu'il est tanné de jouer à l'enfant. Alors je m'améliore pas, je suis pas correct. En fin de compte, maudit, tu viens en colère, c'est presque pas exprimable parce que tu te rends compte que tu es toujours en train de te chialer par rapport à toi-même. Il y a compétition à l'intérieur de toi et c'est une aberration, mais c'est une preuve d'évolution. C'est le phénomène intermédiaire entre l'individu qui est dans un canal typiquement astral, sociétaire ou planétaire, et qui de temps en temps commence à vouloir dévier dans un canal supramental. L'individu qui finit par accepter la démarche supramentale, donc qui finit par accepter, ce que je veux dire par là en réalité, l'individu qui finit par être accepté par la démarche supramentale. Parce que c'est pas l'homme qui accepte de prendre cette démarche-là, c'est la démarche qui accepte de prendre l'homme. C'est-à-dire que, énergétiquement parlant, elle t'attire un petit peu. Quand tu te transformes suffisamment, pas par le désir, laisse cette énergie-là te transformer, elle va finir par avoir une meilleure emprise sur toi et elle va t'attirer, donc tu vas pénétrer dans l'énergie supramentale. Tu vas avoir l'Esprit Saint, le savoir instantané. Ce qui fait que, si tu es accepté par l'énergie supramentale, c'est que tu as suffisamment de phénomènes d'aimantation au niveau de ton astral qui va être transformé. Tu ne pourras plus être assujetti à l'astral planétaire, donc tu ne seras plus dans une démarche de compétition, dans une démarche d'interrelation. La démarche de l'astral est une démarche mémorielle. Alors, si c'est une démarche mémorielle, il y a toujours comparaison. Comparaison entre le phénomène réel et le phénomène mémoriel, parce qu'on sait que l'homme, la psychologie de l'astral, essaie toujours d'expliquer le présent de par le passé. Alors, ce qui fait que tu auras toujours une démarche de compétition et tu seras toujours en quête de cette confiance, en quête de cette sécurité, donc en fuite de tout l'extérieur. Et faire une quête pour fuir, comme si on regarde les chevaliers de la table ronde, qui recherchaient le Graal pour régler des problèmes. Alors, il y avait la quête du Graal pour la fuite des problèmes qui étaient inhérents à l'époque, disons, du prince Arthur et du mage Merlin en Angleterre. C'est toujours un processus qui est dangereux, destructeur. Regarde le nombre d'individus qui sont arrivés à trouver le Graal, justement.
Il n'y a eu rien qu'un sur toute une chevalerie complète. Alors, tu as toujours un processus où une masse est écrasée et détruite pour une élite qui va sortir. Si tu vas au niveau d'une quête de type astral, c'est-à-dire que tu es relié à l'astral, il y aura toujours compétition parce que tu es mémoriel. Tu es dans un monde mémoriel où il y aura toujours comparaison entre le vivant que seule l'énergie supramentale et mentale supérieure vont être capables de connaître et que tout le reste ne pourra pas connaître. Quand tu arrives à suffisamment faire de colère pour détruire la compétition entre tes corps, tu finis par non pas fusionner ces corps-là, mais tu les joins avec une espèce de ciment qui leur permet d'être en relation harmonieuse. Et automatiquement, l'énergie, disons, de type supramental, va être capable, par l'intermédiaire d'un corps, de rayonner dans le reste des corps, et il n'y aura plus compétition parce que chacun saura l'utilité de son objet. On regarde un conférencier et on dit, lui, il est stupide parce qu'il est spirituel. Alors vraiment, du monde de même, on se demande comment ça existe encore. Ce conférencier-là est peut-être un être presque en fusion, qui, connaissant le besoin de la population sur la Terre ou le besoin d'un certain public, décide ou est obligé par l'énergie supramentale de faire le travail de conférencier pour une classe de gens de type très spirituel. Alors les individus qui sont supposément conscientisés et qui sont en lutte par rapport à eux-mêmes, mais qui ne le savent pas, vont juger ce conférencier-là comme étant une aberration sur Terre, parce qu'eux autres, s'ils en savent bien plus que lui, parce que, voyons donc, qu'est-ce qu'il y a à faire de lui? Ben, vois-tu, c'est qu'il n'y a pas 15, il n'y a pas 1500 ou 2000 individus sur la Terre, il y en a 4 milliards 850 millions, alors ce qui fait qu'on a besoin de différents individus pour différentes missions. L'individu qui arrive, justement, à pouvoir connaître le plan astral, là où il est limité et là où il est utile, le plan de sa psychologie, là où il est limité et là où il est utile, et les autres plans, comme ils sont et tels qu'ils sont, s'évertuera donc à faire travailler ces 4 plans-là pour les développer, les 4 ou les 5, s'ils commencent à être reliés au niveau supramental, d'une manière coordonnée, pour ne pas risquer, par une compétition interne, d'arriver à développer des élites dans certaines formes d'énergie, d'expressivité de son énergie, et ce qui va l'obliger un jour à devoir faire un retour en arrière pour pouvoir s'occuper de tout ce qu'il a laissé tomber. On parle souvent du retour aux enfers que le Nazaréen a fait, c'est cet état-là. Si on regarde simplement que dans une classe, je fais travailler la masse, puis je laisse tomber le reste. Un jour, la société est obligée de s'occuper du reste, de leur trouver des emplois, quitte même à subventionner puis à créer des emplois inutiles, à leur donner de l'argent puis à les laisser chez eux, pas qu'ils traînent dans la rue, parce qu'il faut qu'on les engendre quand on marche, puis nous, les riches, on n'aime pas ça. Alors on leur donne un peu d'argent, puis ils restent chez eux. Bon, on leur paye une vue de temps en temps, puis des Michael Jackson, puis on a la paix. Bon, ça va. On ne les aide pas. On ne fait qu'entretenir un phénomène parce qu'on a une élite. Mais même si on a une élite, on est toujours obligé un jour de faire un retour aux enfers et de devoir mater une révolution, une guerre civile. Parce que les guerres civiles, c'est la masse qui le faisait. La masse imbécile non instruite que tu ne voulais pas instruire, que les gouvernements ne voulaient pas instruire. Où tu as des manifestations pour avoir des choses, et tu t'es jamais occupé de ces gens-là. Tu t'es occupé de ton élite. Mais l'élite, ben après ça, l'énergie que tu voulais qu'elle exprime, elle est obligée d'attendre puis d'exprimer une énergie de contrôle des masses. Les gouvernements font toujours ça. C'est pas un gouvernement qui a des vaches de bonnes idées. On réussit à le placer au pouvoir, une fois au pouvoir, puis il regarde en bas, puis toutes ces idées. C'est inaccessible. Si on prend l'idée du gouvernement québécois, qu'il y a du monde qui, avant d'être élus, sont extraordinaires, puis une fois en place, tout ce qu'ils ont besoin n'existe pas. Mais dans le peuple, ils le croyaient. Une fois en haut, il y a des structures, il n'y a plus rien. Tu es l'élite. Mais quand tu étais dans la population, tu étais dans la masse. Une fois que tu es l'élite, la masse n'est plus avec toi. Et la masse, elle ne peut plus travailler, elle ne peut plus te comprendre, tu dois travailler tout seul. Ce qui fait que lentement, tu te désagrèges. Ce qui est le cas de tous les gouvernements qui ont le moindrement d'allure, qui montent au pouvoir. Bon. Alors, ce qui va arriver, c'est que dans n'importe quelle compétition chez l'homme, comme une compétition versus l'extérieur, tu as 3 enfants dont un génie, occupe-toi juste de lui. À un moment donné, ben, tu as tes 2 autres enfants qui décident qu'ils te mettent à la porte chez vous, ou qui décident qu'ils t'assomment, ou qui ont fait un vol pour aller au poste de police. Ceux que tu t'es pas occupé, faut que tu t'en occupes, faut que tu oublies ton génie.
Tout ce qui est en toi, c'est pareil. Tu développes un phénomène extraordinaire, puis tout d'un coup, ton enfant veut se suicider. Qu'est-ce que tu fais? Tout le reste, tu n'as jamais communiqué avec. Tu es un élite. Tu es un inutile. Et les compétitions intérieures amènent l'homme à être inutile dans l'évolution. Merci. Si vous avez des questions à la deuxième partie, vous pourrez les remplir, les petits coupons bleus, et les laisser ici. Merci. Bonsoir à tous. J'ai eu l'occasion de voir qu'il y avait encore plusieurs visages nouveaux. Fait que pour ces gens-là, il y a une promotion qui existe ici au centre depuis un certain temps, à savoir que les gens qui achètent leur billet pour la prochaine conférence, du conférencier de la soirée, ont la question